Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de notre santé mentale. Vous le savez, le nouveau Premier ministre Michel Barnier a fait de la santé mentale une grande cause nationale pour l'année 2025. Alors au programme, pourquoi un Français sur 5 déclare avoir eu besoin d'aide psychologique depuis la période de la crise sanitaire? Comment prévenir les troubles mentaux chez nos adolescents? Et quel est le coût moyen engendré par les problèmes liés à la santé mentale pour les employeurs? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement spéciale santé mentale, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, un grand observateur de l'impact de notre environnement sur notre psyché. Denis Mathieu, bonjour. Vous êtes psychiatre et conseiller technique de la filière santé mentale au sein du groupe Vive. Alors, on l'a compris, notre société ne va pas très bien, Denis. Est-ce propre à l'époque dans laquelle nous vivons ou alors on s'autorise davantage à dire que l'on ne va pas bien en 2024 ? Alors, il y a des éléments qui sont effectivement liés à notre libération de la parole, et qui est quelque chose de positif. C'est tout un travail que l'on fait depuis longtemps, de dire aux gens, vous pouvez parler, vous pouvez dire, je vais pas bien. Ça, c'est quelque chose de nouveau, qui est là depuis une vingtaine d'années, où les gens peuvent s'autoriser à parler de leurs troubles du sommeil, de leurs troubles de l'anxiété, de leurs difficultés de couple, de leurs difficultés au travail. Et c'est quelque chose qu'on s'autorise. Alors, on l'a vu dans d'autres domaines, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des changements de société qui sont assez profonds. Et peut-être ce que l'on peut mettre en exergue, c'est la difficulté de se créer une histoire commune. C'est un élément important, puisque qu'est-ce qui fait qu'on va bien psychiquement, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est que nous sommes parmi les autres humains. Donc tout notre travail, nous, en tant qu'accompagnateurs de la santé mentale, c'est de permettre aux jeunes et aux gens plus âgés de trouver le bonheur. Bizarrement, notre but, c'est le bonheur, ce n'est pas autre chose. La santé mentale, c'est le bonheur concret. Mais cette histoire commune dont vous parlez, on a peur parce que y a la guerre en Ukraine, parce que y a des problèmes de biodiversité. C'est ça qui nous fait peur ? Alors, ce qui nous fait peur, c'est que c'est des choses auxquelles on n'était pas confrontés. Vous parlez de la guerre, c'est un bon exemple. C'est vrai que sur les générations plus anciennes, la guerre avait été représentée. Tout le monde avait des grands-parents ou des parents qui avaient vécu la guerre, qui leur avaient raconté comment ça s'était passé pendant soit la Deuxième Guerre mondiale, soit la guerre d'Algérie. Mais là, maintenant, on est sur des générations où les parents n'ont pas été confrontés à ça, n'ont pas eu ce discours, et donc des enfants qui n'ont pas ce discours. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans leur tête. Alors, ils le connaissent par des films, mais dans les films, la guerre, c'est toujours héroïque. Ils le connaissent aussi par des jeux. Tous les jeux, il y a beaucoup de jeux qui sont autour de la guerre, ou d'une forme de représentation. Mais là, il y avait une espèce de fin de l'histoire en Europe depuis longtemps. On disait, l'histoire est finie, c'est-à-dire que les choses ne vont plus jamais bouger. Or là, avec l'intrusion de la guerre aux portes, vous parliez de l'Ukraine, vous parliez du Moyen-Orient, là, c'est quelque chose qui arrive dans le cerveau, et notre cerveau déteste ne pas comprendre, ne pas avoir de représentation. Alors vous nous disiez même, en préparant cette émission, Denis, que les jeunes vont tellement mal qu'ils se créent des souvenirs de peur de ne pas pouvoir les créer dans le futur. Alors, ça, c'est aussi lié à l'environnement, c'est-à-dire avec la dégradation de la planète. Qu'est-ce qui se passe ? On se dit... Peut-être les jeunes se disent, qu'est-ce que je pourrais vivre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Il leur reste, mettons, 60, 70 ans à vivre. Donc, en fait, ils se créent des souvenirs, ils se créent un stock qu'ils utiliseront au fur et à mesure. Comment ça se passe ? Alors, par exemple, on fait des voyages qu'on appelle des voyages d'adieu, où on va sur des endroits qui sont en train de disparaître. Bizarrement, par exemple, aller sur les îles Kiribati, aller sur la grande barrière de corail en Australie, créer un souvenir de quelque chose qui n'existera pas et que l'on sait maintenant qu'il n'existera pas. Moi, quand j'étais jeune, je vais vous raconter une anecdote, j'allais régulièrement au cirque de Gavarnie, qui était un cirque glaciaire dans les Pyrénées. Et quelques années après, j'y suis retourné avec des proches en leur disant « Ah oui, il faut que tu amènes des choses chaudes parce que tu verras, puis des chaussures pour pouvoir marcher. » Et je suis arrivé, il n'y avait plus de glace. Donc c'est un choc, parce que pour moi c'était éternel, le cycle de Gavarnie, j'allais en été, il était présent. Donc voilà, donc moi je m'étais créé un souvenir, et sans le savoir, je me suis créé ce souvenir d'adieu, ce voyage d'adieu, parce que 20 ans ou 30 ans après, ça n'existait plus. Alors, Denis, vous qui êtes aux premières loges, dites-nous concrètement comment se traduisent ces mots, MAUX, on va commencer par les adolescents, par les jeunes populations, on va dire les 18-30 ans à peu près. Comment se traduit ce mal-être ? Alors, ce mal-être, ça se traduit de plusieurs façons. De l'anxiété générale, quelque chose que l'on connaît bien, mais aussi l'anxiété particulière qui est de l'éco-anxiété.
C'est-à-dire que ce n'est pas une anxiété qui est interne, c'est plutôt une anxiété qui se manifeste aussitôt qui pense à l'environnement et au futur. Ça, c'est très spécifique, l'éco-anxiété. Après, ça se manifeste d'autres façons. Vous savez, la pathologie mentale ou les troubles psychiques s'accrochent toujours à des événements, à des choses qui existent. On parlait, par exemple, des troubles de l'alimentation. Les troubles des conduites alimentaires augmentent parce que ça permet de se définir. Je suis mon trouble. Quand on n'arrive pas à s'identifier à autre chose, à une image plus positive, on peut s'identifier à un trouble. Et vous les soignez, ces jeunes? Enfin, il y a des remèdes, justement, de les écouter, certes, mais comment vous les accompagnez? On les accompagne en leur permettant de se créer une autre identité. Typiquement, en ayant des actions concrètes. Si c'est quelqu'un qui a un trouble de l'identité corporelle, c'est comment l'activité physique va lui permettre de se réapproprier son corps. Ce n'est pas une dimension psychique, mais n'empêche que se réapproprier son corps, parce que c'est agréable de faire du mouvement. Au début, c'est difficile, mais une fois qu'on a assez d'endorphines, c'est tout à fait agréable. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses, de se réapproprier son corps, qui permet de, par exemple, dépasser des troubles de l'image corporelle, voire des troubles alimentaires. Par exemple, pour ce qui est de l'éco-anxiété, on sait très bien que ce qui fonctionne, c'est des petites actions concrètes. On ne va pas changer la planète. Exemple, aller ramasser tout simplement des bouteilles en plastique sur les bords de plage. Si on est un peu plus sophistiqué, aller aider à la reproduction de tortues de mer, des choses assez concrètes. Ou alors des actions au quotidien. Ça, c'est des actions ponctuelles, mais aussi au quotidien. Pouvoir réfléchir à sa consommation de viande, par exemple. Vous voyez, c'est des choses assez concrètes qui permettent de reprendre le pouvoir. Parce que ce qui est aussi très compliqué et qui amène ces troubles, c'est le sentiment d'être dépossédé, de ne plus pouvoir agir sur son environnement et donc être isolé, de ne plus exister. Alors, on a parlé des plus jeunes, les un peu plus âgés, on va dire matures, qui viennent vous consulter. Quelle est la source de leur angoisse, on va dire? Est-ce que c'est le monde du travail? Est-ce que c'est l'environnement, le pouvoir d'achat? L'environnement les inquiète, mais plutôt sous le mode de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'il aurait dû falloir faire pour que le monde soit acceptable pour les futures générations? Quand on a vécu dans les années 70, où tout allait bien, il y avait une consommation effrénée, on avait l'impression d'une montée obligatoire du bien-être. Or, cette promesse n'a pas été tenue. Là, on voit très bien qu'il y a une fracture. Donc, c'est quelque chose qui angoisse les gens qui ont un peu plus âgés. Et ces troubles, alors, ils se manifestent comment? Est-ce que ça les pénalise dans leur travail, dans leur vie au quotidien, dans la construction d'une famille, peut-être? Alors, ça repose des questions sur est-ce que j'ai bien fait de créer une famille, ou est-ce qu'il faut que j'en crée une? C'est une vraie interrogation. La baisse de la natalité, probablement des raisons économiques, mais pas seulement. C'est aussi cette question, est-ce que ça a un sens d'avoir un enfant dans notre société? Et notre travail, c'est ça, c'est de les aider à comprendre que oui. Pourquoi? Parce que les jeunes vont créer une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de se représenter le bonheur, qui ne sera pas celle des personnes plus âgées. Il y a eu une rupture. Avant, globalement, les gens étaient d'une génération à l'autre, même si on voit, 68 est le grand classique de la rupture, mais n'empêche qu'il y a eu peu de ruptures, c'était à peu près continu. Là, il y a une vraie rupture parce que la conscience n'est plus la même. Et je suis convaincu que les jeunes générations vont savoir créer de nouveaux outils pour se créer un vivre ensemble, pour se créer une représentation du futur, quelque chose d'indispensable pour la vie psychique. Denis, la prévention est essentielle dans cette émission La Santé en Mouvement. Si vous aviez quelques conseils à partager avant de venir consulter justement dans votre cabinet à ces adultes qui nous entendent et qui ne vont pas très bien, est-ce qu'il y a une posture à adopter pour déjà avoir un regard un peu plus positif sur ce qui nous entoure et sur le futur? Alors oui, déjà sur le monde du travail. Longtemps, le travail était la représentation absolue. Maintenant, c'est à quoi sert le travail? Et le fait de se dire, voilà, je travaille, j'aime ce que je le fais bien, parce que l'idée de la belle ouvrage est quelque chose d'important. Les gens ont besoin de se dire, mon travail, je le fais, ça a un sens et ça a une valeur. Donc ça, c'est aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire s'assurer que ce que l'on fait est en accord avec les valeurs, c'est-à-dire avec l'ensemble des représentations du groupe humain. Pour conclure, j'imagine qu'une société, elle ne se guérit pas en quelques années en allant consulter. Donc ça veut dire que sur les 10 prochaines années, on va essayer de construire une société, mais avec des gens qui ne vont pas très bien. Quel est l'avenir que vous nous promettez? Alors, les gens ne vont pas très bien, mais en même temps, on voit que des solutions apparaissent, des gens qui cherchent, qui
qui se battent, et ça donne beaucoup d'espoir. On le voit, on a nous des représentations fortes, des grands sportifs qui nous permettent de nous entraîner, des leaders sur le climat, des gens qui vont entraîner, qui permettront de nouveau créer une histoire. Et je pense que même si l'avenir de la planète n'est pas certain, le pire n'est pas non plus certain. Merci beaucoup Denis Mathieu. Je rappelle que vous êtes psychiatre pour le groupe Viva. Et pour continuer cette émission, parce que le pharmacien est à vos côtés au quotidien, nous avons le plaisir de retrouver Audrey Lecoq pour la chronique Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente la Minute Santé. Alors Audrey, on aurait tendance à dire que les pharmaciens sont peut-être un petit peu éloignés, mais en même temps, ce sont les plus grands confidents des patients. Comment vous pouvez intervenir dans le soutien à la santé mentale ? Exactement, Vanessa. Le pharmacien, il est formé pour identifier les premiers signes avant-coureurs des troubles mentaux. Donc, il va accompagner, il va orienter vers le médecin adéquat. Et il va aussi être là pour tous les effets secondaires lorsqu'il y a un problème sur le traitement, par exemple. Concrètement, les approches que Pharmazone utilise pour promouvoir justement cette lutte contre la santé mentale, ou pour qu'elle aille mieux, dirons-nous ? Oui, on intervient sur des troubles légers au démarrage et on va pouvoir notamment agir sur les compléments alimentaires pour le stress, pour le sommeil, la passiflore par exemple qui est très connue, des tisanes relaxantes. On va avoir tout un tas d'huiles essentielles aussi qui peuvent apaiser un peu. Et il y a un véritable équilibre, j'imagine, entre tout ce que l'on peut, entre nos comportements, on va dire, et ce que l'on peut consommer. Et là aussi, vous intervenez ? Pharmazone a une devise, c'est le sport. L'endorphine, elle fait du bien pour les troubles mentaux. Donc, on a plein d'équipements, comme par exemple des compotes, des bars qui sont survitaminés et qui vont aider à la reprise du sport, puisqu'au démarrage, c'est un peu dur, mais après, ça fait du bien. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. La Minute Santé. avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve dans quelques instants pour partager la vision d'un militant de la santé et de la solidarité pour qui la santé mentale est déjà depuis bien longtemps un combat au quotidien. La santé en mouvement, c'est sur Sud Radio et ça continue dans quelques instants. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un militant de la santé et de la solidarité. Stéphane Junique, bonjour. Vous dirigez le groupe VIV, qui est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Je rappelle que c'est 11 millions de Français, une petite France quelque part. Donc avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi un acteur comme le groupe que vous dirigez est aux premières loges justement de ces problématiques de santé mentale. Vanessa, vous l'avez d'ailleurs dit, on est une mini-France à travers les 11 millions de personnes que protègent nos mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGN et MNT. Et donc c'est un capteur. Les différents métiers que nous faisons sont des capteurs pour pouvoir voir les évolutions en matière de santé, mais aussi identifier les différents besoins. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de la crise Covid, dès l'automne 2020, nous avons pris en charge les psychologues qui n'étaient pas dans la prise en charge des consultations, qui n'étaient pas du tout assurés par l'assurance maladie, et qui nous a permis de pouvoir pallier aux difficultés que rencontraient à cette époque les Français en matière de fragilité psychologique. Ce sont aujourd'hui 850 000 consultations de psychologues que nous remboursons. Et ce que nous avons pu observer à travers les consultations qui sont prises en charge par nos mutuelles, c'est que 24% de ces consultations concernaient des jeunes de moins de 17 ans et ces chiffres viennent corroborer les données que, notamment le ministère de la Santé, que Santé publique France mettent en évidence chaque année. Stéphane, entre nous, j'ai quand même envie de vous poser une question. On fait de la santé mentale une cause nationale en 2025. Vous n'avez pas le sentiment quand même que l'institution s'empare d'une actualité qui est chronique quelque part, plutôt que s'attaquer à la cause? On ne découvre pas en 2024 que les Français ne vont pas bien. Non, mais notre pays est aujourd'hui un pays qui n'a pas porté et qui ne porte pas une culture de la prévention d'une manière extrêmement forte. Et donc l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir réaborder d'une manière extrêmement forte, d'une manière extrêmement publique, extrêmement citoyenne, ces sujets de santé, pour permettre à ce que les enjeux en matière de prévention soient davantage appréhendés. 1 euro investi sur la prévention permettrait, que ce soit à l'assurance maladie, que ce soit également aux entreprises, de faire économiser 13 euros pour l'ensemble des collectivités. On voit bien
la culture de la prévention est un véritable investissement social qui nous permettrait de faire des économies extrêmement importantes au-delà du bénéfice pour les personnes. Complètement. Alors, on en vient aux moyens face à une telle ambition, justement. Au-delà de l'accélération des mouvements entamés, je pense à la télémédecine, à tout ce type de services, quelles seraient, selon vous, les vraies mesures concrètes, opérationnelles et rapidement qui peuvent accompagner la santé mentale ? J'ai le sentiment, en fait, que on fait énormément de choses dans l'urgence. Et vous voyez, j'aimerais partager, Vanessa, quelque chose avec vous et avec vos auditeurs et téléspectateurs. C'est tout simplement le fait que la politique de santé, c'est un investissement sur le temps long. Donc reprenons la santé sous l'angle de l'investissement sur le temps long. D'abord, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour les acteurs du système de santé d'avoir une trajectoire, d'avoir un cap qui leur permet de pouvoir au quotidien donner du sens à leur métier, mais également pour les Français, pour les usagers, les patients, de pouvoir s'inscrire sur des mesures qui nous permettent de faire face aux grands enjeux de notre système de santé, qui va être confronté aux maladies chroniques d'une manière encore plus importante, à la question de la dépendance d'une manière extrêmement profonde. Alors je réponds à votre question d'une manière plus directe. J'aimerais que la priorité donnée aux aidants soit la priorité de notre système de santé. Parce que, au fond, c'est aujourd'hui une béquille de notre système de santé. C'est-à-dire que il y a des inégalités territoriales d'accès au système de santé. Il y a ici, dans un certain nombre de nos campagnes, des médecins qui manquent. Et heureusement que la solidarité familiale, le rôle des aidants nous permet de pouvoir pallier parfois ces inégalités dans l'accès. Et c'est vrai, il faut le rappeler qu'un tiers des aidants parfois part avant la personne qui est aidée. C'est dramatique d'entendre ça en France. Avec des fragilités psychologiques, puisque c'est le thème de l'émission, qui sont extrêmement révélatrices. Mais surtout, on ne se rend pas compte que dans la vie quotidienne des personnes qui sont en fragilité, leur rôle est extrêmement précieux. Notre pays a une dette à l'égard des aidants et c'est la raison pour laquelle je crois la priorité devrait être mise sur cet enjeu des aidants. Je rebondis sur ce que vous évoquez, le temps long, mais est-ce que le temps long n'appartient pas plutôt au privé quand on voit que la durée de vie d'un ministre de la Santé est assez courte finalement depuis quelques années? C'est très difficile de mettre en place une politique durable dans ce domaine-là. On a en tout cas un modèle français qui est, je trouve, un des meilleurs, qui permet de concilier à travers la solidarité nationale, donc le rôle de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, un rôle protecteur inédit que l'on retrouve assez peu dans d'autres pays. Mais cette complémentarité, elle se fait également parce que des acteurs mutualistes sont aux côtés, permettent de prendre en charge ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Et nous le voyons à travers notamment les débats sur le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2025, combien le fait d'avoir une mutuelle est extrêmement important. Les mutuelles jouent un rôle dans l'accès aux soins d'une manière précieuse. Alors là aussi, pour parler très concrètement, selon vous, est-ce qu'il y a des changements un peu de système pour ne pas être en silo qui s'imposeraient si vous aviez 3 priorités, on va dire un coup de baguette magique, mais peut-être les mettez-vous en scène au sein du groupe que vous dirigez, sur la manière d'aborder la santé mentale en France. On le fait quand même assez en silo, on ne travaille pas de manière globale, et là on parle d'un individu au final. Il y a un enjeu qui est un enjeu, et d'ailleurs le docteur Mathieu l'a souligné au début de votre émission, qui est de pouvoir mieux déstigmatiser, au fond, les sujets en matière de santé mentale. Vous avez encore 87% des Français qui n'osent pas parler de leur fragilité psychologique ou des pathologies mentales qu'elles peuvent rencontrer d'une manière épisodique. 37% n'osent pas en parler même à leur médecin. Il y a donc un formidable enjeu qui est de pouvoir continuer à déstigmatiser ces problèmes et c'est la raison pour laquelle l'information, le fait que on puisse en parler sur une radio comme la vôtre est extrêmement important. L'enjeu de la prévention, le fait de mettre les acteurs du travail notamment sur ces sujets positionnés au cœur des enjeux de santé mentale est pour moi un enjeu qui est un enjeu prioritaire. Dit autrement, ça n'est pas simplement le sujet de la santé hospitalière ou des soins de ville. Le fait d'aborder les fragilités psychologiques et la santé mentale concerne l'ensemble des acteurs de la société, dont les entreprises. Et puis enfin, nous avons un enjeu qui est dans le maillage territorial, notamment de l'offre de soins qui est à approfondir d'une manière extrêmement précieuse dans les années qui viennent. Alors justement, on le rappelle, vous avez récemment publié une tribune sur la transformation des modes de prise en charge des troubles psychologiques. Dites-nous un peu ce qu'il y avait dedans, et c'est un coup de gueule. Une tribune reste toujours un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce que quand on regarde notamment l'espérance de vie des personnes qui sont confrontées à des fragilités ou à des pathologies mentales, on constate qu'il y a une espérance de vie qui est beaucoup moindre que la population générale. Donc il y a un vrai combat qui est à mener autour de cet enjeu. Je le répète, l'information pour déstigmatiser, prévenir,
pour faire en sorte que lorsqu'on constate des fragilités, il puisse y avoir une réponse qui soit apportée par des professionnels ou par un soutien familial aux côtés des personnes qui sont en fragilité. Je vous donne un chiffre simplement. Pour les 17-24 ans, concernant les épisodes de détresse psychologique, d'épisodes dépressifs, nous sommes passés de 12% à 21% de 2017 à 2022. Il y a donc un enjeu en matière de prévention qui est extrêmement important. Et enfin, le dernier élément, c'est le maillage territorial en matière d'offres de soins et d'accompagnement qui est nécessaire. Alors on le dit pas forcément, on le sait pas forcément, mais vous êtes aussi un opérateur de logement social chez Vive, et c'est aussi un laboratoire quelque part d'expérimentation technologique avec la technologie vous aide au quotidien, la surveillance, etc. Dites tout ce que vous avez expérimenté et qui s'avère vraiment bénéfique. Sur les 210 000 logements, donc auprès des habitants qui sont dans nos logements sociaux, nous avons mis en place un dispositif notamment d'appel en cas de difficulté sur les problèmes de santé, mais également en matière de détresse psychologique. Je vous donne l'exemple, il y a un an, une habitante de notre logement nous a appelé, nous faisons part de ces détresses extrêmement fortes en disant « je suis seule, je n'ai personne à qui parler, j'ai fait une tentative de suicide il y a une semaine, aidez-moi parce que je ne sais pas comment m'en sortir ». Le fait d'être un opérateur de santé qui investit sur le logement nous permet justement de mettre en place des services, des accompagnements pour nos habitants et donc de pouvoir récupérer parfois des personnes qui sont dans une situation de très très forte détresse. Je suis très fier que nos équipes aient identifié ce signal faible à travers un échange qui était somme toute banal, de pouvoir ensuite permettre à ce que cette personne retrouve un chemin dans le cadre du parcours de soins et d'accompagnement. Elle va beaucoup mieux, elle est aujourd'hui insérée, et c'est en ça où des acteurs mutualistes qui investissent le champ du logement santé est pour moi un enjeu d'avenir extrêmement important. Stéphane, pour conclure, vous êtes un grand visionnaire du domaine. On l'a évoqué avec Denis Mathieu, mais pour vous, la santé mentale, c'est pas avant tout une affaire de lien social, c'est plutôt ça qu'il faudrait peut-être réparer ? Ah oui, vous avez entièrement raison, Vanessa. Le sujet essentiel, c'est de pouvoir mieux appréhender ce que l'on appelle la mort sociale, c'est-à-dire la solitude. Chaque année, vous avez les petits frères des pauvres qui mettent en évidence une étude, et cette étude met en valeur 300 000 personnes dans notre pays sont seules, dans une solitude qui est une solitude criante, qui les amène parfois à être dans une situation de très très forte détresse. Donc face à cette mort sociale, il est important que notre société se mobilise, bien sûr en valorisant les aidants, de ceux qui sont aux côtés de ceux qui malheureusement sont parfois trop seuls, mais surtout c'est aussi un message à donner à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. C'est facile de pouvoir sortir de cette solitude en allant faire une activité, en permettant à ce que vos voisins puissent prendre soin de vous à travers notamment des nouvelles qui sont des nouvelles fréquentes, en vous engageant dans une association, bref, en retrouvant la vie. Merci beaucoup Stéphane Junique, je rappelle que vous êtes président du groupe Vive. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Merci chers auditeurs d'être chaque semaine plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et engager la discussion sur des sujets qui vous sont chers. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.